Bonjour à tous. Bienvenue sur cette plénière consacrée aux écosystèmes d'innovation. Alors, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé ces 2 jours des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Et on constate qu'en Europe, on ne sait pas faire émerger d'entreprises numériques de cet acabit. Et sans aller jusqu'à ces géants du web, on observe que l'Europe a du mal à produire et à financer des startups à très forte croissance, des champions numériques capables de rivaliser avec leurs concurrents asiatiques ou américains. Alors, voyez par exemple le nombre de startups non cotées, donc financées uniquement par des capitaux privés, qui dépassent le milliard de dollars de valorisation. Alors, dans le monde, il y en a 97, d'après les calculs à jour de Jones, 97, parmi lesquels 65 sont américaines. Alors là, vous voyez le plus gros, c'est Uber, qui doit être à un peu plus de 41 milliards de dollars de valorisation. L'Asie en a 23, donc là le plus gros c'est Xiaomi qui a 46 milliards de dollars. Et l'Europe n'en a que 8. Et là le plus gros c'est Spotify à 8,4 milliards de dollars. Alors, pour faire émerger davantage de ces champions numériques, on ne peut pas se borner à soutenir uniquement, à miser juste sur quelques startups qui nous semblent plus prometteuses que les autres, car dans le monde d'aujourd'hui, ce nouveau monde, on ne peut plus faire seul, on ne peut plus grossir seul, et il faut donc faire émerger tout un écosystème. Et pour que le haut de la pyramide soit élevé, eh bien, la base doit être large. La base doit être large, et d'où la question qui va nous occuper maintenant pendant cette table ronde. Comment créer cet écosystème d'innovation européen ? Alors, on ne part pas du tout de zéro. Donc là, vous voyez la carte de gauche, la Commission européenne a demandé il y a 1 an de cartographier l'activité d'innovation partout sur le vieux continent. Les 3 régions les plus actives, ce sont celles de Munich, de Londres et de Paris. Alors, c'est du rouge foncé, on voit pas bien parce que c'est très concentré, mais enfin, ce sont les trois zones les plus actives. Mais on voit qu'il y en a d'autres. La région de Karlsruhe en Allemagne, celle de Cambridge, de Stockholm, d'Uzima en Finlande, et puis d'autres régions, en particulier en Allemagne et en Hollande. Alors en France, on peut rapprocher ça de la carte de nos 71 pôles de compétitivité, des pôles qui ont été créés en 2005. Alors il y en a 7 mondiaux, 11 à vocation mondiale et 53 nationaux. Bref, beaucoup d'initiatives, mais très dispersées, assez peu mutualisées, ce qui explique probablement la difficulté à faire émerger ces champions numériques. Alors comment créer un écosystème d'innovation européen ? Certains rêvent parfois d'une Silicon Valley européenne. Mais où est-ce qu'on va l'installer ? Où est-ce qu'on va trouver les Google, Yahoo, Facebook qui investissent dans les startups ? En réalité, cette Silicon Valley européenne, c'est sans doute déjà plus le sujet. Tous les intervenants que vous allez voir sur scène dans un instant sont d'accord. On ne peut pas créer un Airbus du numérique. Le top-down, c'est un schéma dépassé, et en particulier dans le numérique. Et la seule façon de procéder, c'est de créer des conditions de l'innovation dont émergeront les startups à très forte croissance qu'on espère, selon un schéma bottom-up qui fournit à l'innovation la souplesse et la liberté dont elle a besoin. Et pour ça, orchestrer les énergies pour faire émerger ces écosystèmes de bout en bout, donc des clusters d'innovation européens. Ce qui signifie sans doute aussi, au-delà de ces clusters, de limiter les frictions fiscales, administratives et autres qui aujourd'hui entravent l'innovation. Ceci nous amène évidemment à devoir mieux définir le rôle qu'on veut assigner à ces clusters d'innovation européens. Et ce sera la première partie de notre débat. Ah oui, mais c'est pas fini. Et ce sera la première partie de notre débat. On peut beaucoup apprendre déjà de l'expérience des pôles de compétitivité, et notamment la nécessité de proximité des acteurs qu'on veut accompagner. Le fait aussi que les enjeux changent beaucoup selon les thématiques. Donc peut-être faut-il réfléchir différemment selon les thématiques, ce qui évite aussi de disperser les énergies en se focalisant sur nos plus grandes forces. Et puis restera ensuite une vaste question pour la deuxième partie de la table ronde, qui est comment faire vivre ces clusters d'innovation et comment les développer, ce qui signifie comment les alimenter en compétences, comment orchestrer les liens entre les startups et les grands groupes, générer des commandes, et puis comment faciliter l'accès au marché et au financement des startups et d'autres régions encore. D'autres questions encore. Alors, ce cahier des charges maintenant posé, eh bien, je vais prier de me rejoindre sur scène les 4 intervenants de la première partie du débat. Jean-Noël de Galzin, PDG de Walix, qui est un éditeur de logiciels de sécurité et traçabilité, qui est également vice-président du pôle de compétitivité systématique Paris Région.
David Monteau, directeur de la mission French Tech, Marie Ekland, présidente de France Digital, une association d'entrepreneurs et d'investisseurs du numérique, et Gaël Duval, fondateur de Nextedia, de jechange.fr, qui est également à l'initiative de la French Touch Conference à New York. Alors, en France, on a créé 71 pôles de compétitivité. Ça fait beaucoup, aussi parce que chaque région a voulu le sien. Et on peut se demander si les résultats sont tout à fait à la hauteur des attentes qu'on avait au début. Et néanmoins, on peut apprendre beaucoup de ce qui a été fait dans le cadre de ces pôles de compétitivité. Alors, David Monteau, pour commencer, selon vous, comment est-ce qu'on peut passer à l'échelon supérieur en termes d'efficacité et business en particulier ? Bonjour. Donc, alors, au regard des pôles de compétitivité, ce que je précise, donc c'est une politique, et d'ailleurs nous avons un éminent représentant d'un pôle ici, à travers Jean-Noël, qui représente en particulier systématique, j'imagine. C'est une politique qui a bientôt 10 ans et qui sait, je pense que c'est ça qui a un petit peu évolué, qui s'est beaucoup focalisé au départ, pour plein de raisons, sur de la recherche et développement, de la technologie, et faire levier en particulier sur toutes les compétences techniques qui sont très très riches en France. Et c'est autour de ça que se sont construits les pôles de compétitivité et qui ont évolué dans des directions les uns les autres assez différentes. La limite éventuelle, c'est cette focalisation sur la technologie qui n'est évidemment qu'un seul ingrédient pour le développement et la croissance des entreprises. Donc, après, les différents pôles, on peut avoir des trajectoires différentes. Certains s'en sont sans doute rendus compte assez vite ou essayer d'élargir les panels d'accompagnement ou les actions qui étaient menées dans ces pôles. Mais la problématique de départ restait celle-ci. Et je dirais que l'enjeu, d'une part, et le fait de cette focalisation sur notamment la R&D collaborative, le fait de faire travailler des acteurs d'ailleurs publics et privés sur des projets disons de R&D collaborative, aussi n'a pas été il n'y avait pas associé à ça une politique très proactive autour des startups précisément ou des jeunes entreprises à forte croissance. Et je dirais que l'approche complémentaire que nous, dans l'initiative qu'on a lancée, dont d'ailleurs les pôles de compétitivité sont pour certains sont impliqués, sont un partenaire bien sûr, c'était d'essayer d'avoir une problématique globale, de se focaliser sur ces acteurs que sont les startups, donc jeunes entreprises qui deviennent grandes, qui se construisent pour devenir grandes, et travailler sur l'ensemble des problématiques de croissance de ces startups. Voilà. Alors, très concrètement, est-ce qu'il est possible d'accompagner toutes les initiatives de façon indéterminée, ou est-ce que les actions à mener doivent changer selon les thématiques ? Alors, les secteurs, j'imagine, vous voulez dire. Ce qui est important, c'est évidemment c'est juste que les cycles de développement, de croissance des entreprises et les fondamentaux peuvent différer, par exemple dans les biotechnologies, par rapport au pur digital typiquement. Donc ça, évidemment, les ressorts sont un peu différents et les dispositifs peuvent être sans doute adaptés. Mais je dirais que d'une manière un peu abstraite, si on regarde l'important, c'est quand même d'essayer de créer l'environnement, enfin ce que vous avez dit dans votre introduction, l'environnement qui va être favorable à la croissance des entreprises. Et ces facteurs de croissance, c'est comme un peu toujours les mêmes. C'est évidemment l'accès aux clients, l'accès au financement, l'accès aux talents, et puis une projection extrêmement rapide à l'international. Et finalement, alors selon sans doute des courbes de temps ou des facteurs un peu différents, mais c'est comme ça les fondamentaux de croissance, ces trajectoires de croissance rapide qu'on souhaite, mettre en place. Après, ça peut varier un petit peu, effectivement. Gaël Duval, je crois Bonjour. que vous partagez aussi ce sentiment vous préconisez plutôt de nous focaliser sur certains secteurs qui ont plus de potentiel au niveau international, n'est-ce pas ? Le sujet, c'est qu'en fait, dans l'Internet, on est dans un espace-temps ultra rapide, et que dans la politique, on est dans un espace-temps hyper lent. Donc vous allez à la confrontation de deux univers qui vont pas du tout au même rythme et qui n'ont pas du tout les mêmes attentes. Donc l'un des constats qu'on peut faire, c'est surtout que tous les projets, qui soient parapublics ou publics, n'aillent pas à l'encontre de la réalité des écosystèmes, et qu'on n'aille pas se retrouver, surtout au niveau européen, avec des négociations qui soient ventre mou, où en fait on va s'orienter vers des sujets où on va abandonner ceux où on est fort pour essayer de favoriser des accords qui soient
politiquement avantageux mais économiquement néfaste. Et surtout ensuite qu'on prenne en compte le fait qu'en France on a des écosystèmes où on est très très bon, et c'est sur ceux-là sur lesquels on doit mettre la puissance et pas essayer de rattraper le train sur ceux qu'on a loupés, parce que ça nécessite beaucoup trop d'argent et on n'en a déjà pas assez, et donc se concentrer sur ceux comme le e-commerce, comme les produits connectés, peut-être la santé, sur lequel il y a encore des choses à faire, et favoriser justement les écosystèmes où il y a déjà des implantations fortes. OVH est à Lille, c'est un des leaders mondiaux du cloud, c'est à partir d'un des acteurs comme ça que doit se développer des sujets dans le cloud, et pas essayer d'imaginer d'aller mettre le cloud à Agen. J'en parle sérieusement parce que je change.fr est à Agen et qu'il n'y a rien dans le cloud. Donc on ne devrait pas essayer de faire des choses qui vont à l'encontre justement des boîtes qui ont développé un écosystème, qui ont créé des emplois, qui ont créé des pôles de recherche, et donc de favoriser ça. Donc ça signifie aussi que les clusters d'innovation nationaux ou européens qu'on pourrait imaginer pour encourager l'émergence de ces écosystèmes, il ne faut pas les localiser. On ne peut pas dire, comme vous dites, le cloud à Agen, l'Internet of Things à Munich, les fintech à Londres. Il n'y a plus de localisation aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des boîtes, et c'est un des enjeux aussi de la French Tech Conference par rapport à ce qu'on a monté, c'est de créer les ponts. Le but, c'est de créer des ponts sur des expertises. Donc les expertises aujourd'hui, avec Internet, avec Skype et avec n'importe quel échange, elle se fait n'importe où. Vous avez des sociétés comme celle de Scality qui est dans le domaine du cloud, où il a des ingénieurs en France, il a son headquarters dans la vallée, et il a d'autres développeurs à travers le monde. Et quand il met ça en place, c'est dans une logique business, c'est pas dans une logique de se demander où est-ce qu'est le bon cluster correspondant. Donc la logique de localisation, elle est presque dépassée, elle est plus à s'orienter sur où sont les startups qui sont les plus fortes, et où est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer sur les startups les plus fortes et les entrepreneurs les plus innovants sur le sujet. Alors Marie Eklund, avant d'en venir à votre rôle d'investisseur, je crois que vous êtes en train de lever un fonds, et donc pour ça vous avez regardé en Europe où étaient les champions numériques d'aujourd'hui, les forts domaines de compétences. Est-ce que vous pouvez nous donner un genre de photographie de où est-ce qu'on est bon en Europe? Oui, absolument. Sur quoi, évidemment? Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a regardé donc les sociétés qui étaient valorisées à peu près plus de 500 millions et qui étaient nées en Europe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait finalement assez peu d'endroits qui avaient donné naissance à plus de 2. En fait, pour être très précis, il y a 7 villes en Europe uniquement dans lesquelles on a créé des startups qui valaient plus d'1 milliard. Parce qu'on s'est dit, regardons les meilleurs. Et c'est vrai que quand on voit le panorama de tout à l'heure, il y a un sujet de nombre, mais il y a aussi un sujet de la taille des entreprises qu'on a réussi à créer. C'est-à-dire qu'un Uber qui vaut 40 milliards, la start-up la plus grande qu'on ait réussi à créer en Europe, c'est Spotify à 8 milliards. La française, c'est ah ben non, il y a Free à 7, ils sont à combien maintenant de milliards? Moi, je pense que c'est la plus... Ils sont à... Ouais, bon, plus de 10 milliards, donc, mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Mais donc tout ça pour dire que quand on regarde les sociétés qui finalement donnent le niveau d'ambition aux générations ultérieures, il y a donc Paris, Berlin, Londres, Copenhague, Stockholm, Helsinki et Amsterdam qui ont réussi à en générer plus de 2. Et si vous regardez la spécificité des entreprises qui sont nées de ces différents hubs, de ces différents écosystèmes, Londres est assez marqué, donc c'est Londres qui en a généré le plus. Londres est assez marqué en services financiers et en fashion et en mode. Il y a Farfetch et Asos qui sont nés à Londres et qui sont des très beaux succès. Paris, c'est plus variable puisqu'il y a Free, il y a vente privée, Criteo et Blablacar, et puis bon, OVH qu'on peut, si on dit que Lille c'est le Grand Paris, arriver à caler dans le lot. Après il y a Berlin qui est très influencé par les frères Somewhere et qui est beaucoup sur du e-commerce et du requête internet sur du transactionnel. Il y a Stockholm où là c'est plus du contenu, donc c'est des jeux vidéo comme Minecraft ou Spotify, ou de la musique. Et puis il y a 2 villes très tech qui sont Copenhague et Amsterdam où c'est la grosse technologie. Et Helsinki, c'est les anciennes Nokia, c'est aussi très jeux vidéo. Donc on est dans cet écosystème-là qui retranscrit en fait assez bien, et c'est ça qui est intéressant, des savoir-faire historiques européens.
d'un point de vue industriel. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le numérique n'est pas en train de créer un nouveau type d'expertise ou de savoir-faire ou d'industrie. Il est en train d'appuyer, et c'est un peu une homothétie finalement, de ce qu'on avait historiquement comme type de compétences européennes. Et nos entreprises qui brillent mondialement s'appuient sur cet ADN et ce savoir-faire-là. Donc c'est assez intéressant de réaliser ça et de se dire que du coup, comme Gaël le soulignait, autant appuyer sur nos forces, puisque finalement, on ne crée pas les mêmes types de start-up en Europe que ce qu'on crée aux États-Unis. Et d'ailleurs, Gaël disait aussi que, en dehors des domaines où on est déjà déjà actif, il y a aussi des domaines où il n'y a pas encore de grands leaders mondiaux. Et Gaël donnait l'exemple de la santé. Et j'imagine qu'il est peut-être aussi possible au niveau européen de se positionner sur ces domaines-là. Absolument, et je rejoins tout à fait Gaël quand il dit c'est pas la peine de faire la course de rattrapage et d'essayer de créer le prochain Google, c'est pas ça le sujet. Le sujet, et souvent les gens me disent mais Google a toutes les données, donc on va pas arriver à, etc. Le sujet n'est pas là. Déjà, parce qu'on est effectivement dans une vague de l'économie numérique où la donnée et le traitement de la donnée ainsi que tout ce qui est l'ingénierie et les produits, donc parce qu'on devient de plus en plus sur des types de produits connectés, sont clés dans le succès des entreprises. Et ce sont des savoir-faire typiquement européens. Et donc, la question aussi, c'est de se dire, toutes ces données, il y en a un certain nombre qui existent déjà dans des entreprises traditionnelles et qui ne sont pas exploitées. Donc, c'est pas vrai que Google a toutes les données du monde. Il y en a beaucoup, beaucoup qui résident dans les grands groupes français ou européens, qui ne sont juste pas exploités. Et que si ces grands groupes se considéraient comme des plateformes ouvertes et donnaient accès à ces données à des startups, donc dans un mode de plateforme, pour créer des nouveaux types de services à apporter à leurs clients, mais peut-être qu'on pourrait arriver à changer la donne sur la manière dont c'est traité. Et deuxièmement, on parlait des objets connectés. Là aussi, ce ne sont des données qui n'existent pas encore. Et donc arriver à se positionner sur ce nouveau type de services et d'industrie, c'est plutôt vers là qu'il faut aller que d'essayer de faire la course à la prochaine meilleure tablette, quoi. C'est pas la peine. D'accord. Alors, Jean-Noël de Galzin, vous, quand on préparait cette table ronde, vous me disiez que vous n'étiez pas spécialement favorable à ce qu'on crée encore un échelon de plus, donc des clusters d'innovation européens spécifiques, et vous dites qu'on a déjà, on dispose déjà de tous les outils nécessaires pour être capable de rivaliser sur la scène internationale. Et effectivement, vous, avec le pôle de compétitivité de Systématique Paris Région, vous faites partie des pôles de compétitivité très connectés, je vois. Désolé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et de quelle façon est-ce qu'on peut déjà, à partir de l'existant, passer à l'échelon supérieur? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de cluster d'innovation? Alors en fait, oui, moi je suis un peu je fuis les technostructures. Voilà, c'est peut-être pour ça que je suis entrepreneur. Je pense que non, en préparant ce que je disais, c'est qu'on a déjà mis un certain nombre de bases qui nous permettent aujourd'hui de faire émerger des champions. Et c'est vrai que l'exemple des pôles de compétitivité, il est assez symptomatique. Et il y a d'autres exemples. On pourrait prendre le crédit d'impôt recherche, ISF-PME. Il y a comme ça on va dire, la création de BPI France. Il y a un certain nombre comme ça d'outils qu'on est capable de mettre en place en France, où là, le rôle de l'État est intéressant parce qu'il va impulser on va dire, des outils qui vont permettre d'installer une politique industrielle et des outils pour permettre à des entrepreneurs ou des PME ou des startups de se développer. Et ensuite, on a toujours tendance à aller critiquer en voyant ce qui ne marche pas et en se disant il faut aller encore plus loin, il faut aller chercher ailleurs. Et la tendance aujourd'hui, c'est effectivement de dire comme en France, on a un peu de mal, on va aller encore un cran au-dessus au niveau européen. Non, moi je pense que j'ai un exemple pour moi de champion mondial sur lequel qui est assez symptomatique finalement et très récent de ce qu'on est capable d'y arriver, mais qui nous manque peut-être le dernier mile, on pourrait dire, c'est l'exemple d'Aldebaran Robotics. Aldebaran Robotics, on a créé une société en partant de pas grand-chose, avec des ingénieurs géniaux, avec un entrepreneur très entreprenant justement, avec tout un tas d'investisseurs qui ont suivi cette opération, qui l'ont capitalisé avec l'aide de l'écosystème. La ville de Paris s'est impliquée, ils ont bénéficié de tout notre environnement donc favorable à la R&D, avec les difficultés, ils ont jonglé avec toutes les difficultés, puis à un moment donné, il y a un investisseur qui est arrivé avec une vision industrielle, qui a vendu aux fondateurs une vision industrielle avec des moyens associés et qui a réussi à faire en sorte que
ce fondateur, à un moment donné, se dise bah, moi, mon rêve, si je veux qu'il se réalise, bah, il faut que je choisisse cette voie-là. Donc, quelque part, moi, je pense effectivement qu'aujourd'hui, on a énormément de choses très positives, et je cite les pôles de compétitivité parce qu'on est toujours en train de critiquer les pôles de compétitivité, en train de dire il y a 71 pôles de compétitivité, regardez ce qui se passe en Israël, regardez la Silicon Valley aux États-Unis, Londres, Berlin, etc., etc., la Russie aussi. Non, il y a 71 pôles de compétitivité, il y en a peut-être qui sont moins performants que d'autres, ou plus locaux que d'autres, qui sont déjà des pôles mondiaux, justement, ou à vocation mondiale. Je prends l'exemple du pôle de compétitivité systématique, que je connais bien. C'est 2,8 milliards d'euros d'efforts de recherche depuis 10 ans, en projets collaboratifs, où des grands industriels, il y a tout le CAC 40, des PME, des laboratoires de recherche, il y a tous les meilleurs laboratoires de recherche français, tout un tas d'investisseurs maintenant. On a su faire rentrer les investisseurs dans cet écosystème. Les collectivités locales, même si elles n'ont pas encore complètement tiré le parti de ce qu'elles pouvaient en faire, se sont mis autour de la cause des PME pour les aider à grandir. Alors, autour de ça, il y a tout un tas d'autres écosystèmes qui ne sont pas forcément les pôles, mais qui sont autour des pôles, les incubateurs, les grappes d'entreprise, les clusters, tout ce qu'on veut. Voilà, il y a des accélérateurs maintenant, les hubs French Tech. Tout ça, à chaque fois, ça se nourrit de ces écosystèmes existants. Et on a aujourd'hui dans un certain nombre de régions, moi je pense au contraire que le régional est très important. Je ne dis pas qu'on va dire, voilà, moi je veux créer des robots, il faut que j'aille à Lyon. C'est pas important, j'ai dit qu'il ne faut pas aller à l'encontre de l'ADN de la région. Je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus. Ah bah d'accord. Donc c'est très très important d'ailleurs. On peut le dire avec l'accent du Lot-et-Garonne. Marie Eklund venait de l'évoquer. On arrive aujourd'hui à citer en Europe, à retrouver ce qu'on pourrait appeler des European Valley ou des Silicon Valley européennes. Donc elles existent. Et je pense simplement qu'aujourd'hui, voilà, il faut donner encore plus de capacité d'aller vite, d'investir plus fortement sur les histoires qui marchent, utiliser toute l'expertise et ces écosystèmes qui ont été fédérés pour et utiliser tout ça, mettre des moyens là-dessus pour aller encore plus loin et peut-être faire en sorte que des Aldébaran Robotics puissent continuer on va dire, en restant européen ou pour partie européen. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça doit rester des boîtes franco-françaises. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis il faut tout à fait. qu'on puisse... En bref, il faut thésauriser sur ce qui marche, c'est-à-dire le CIR grosso modo et les pôles de compétitivité. Ça et à partir de là, qui existe depuis 10 ans. Enfin quelque chose qui dure. Essayer de faire en sorte que ça marche encore mieux en accélérant, mais ce qui n'empêche pas au niveau européen de faire des ponts, de faire des ponts entre les pôles, les clusters, les hubs qui fonctionnent. Et alors, de cette façon-là, comment est-ce qu'on fait des ponts pour mieux travailler ensemble aussi au niveau européen? Parce que même si on peut faire des choses très bien au niveau national, on ne peut que bénéficier et accélérer du fait de travailler ensemble. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Alors déjà, ce qui est intéressant dans les écosystèmes, c'est qu'on fait travailler les gens ensemble. Et bon, moi, par exemple, coordonnez déjà vos actions entre pôles. Voilà, c'est ça. Alors, je pense que si on parle de B2C, l'écosystème des investisseurs est primordial parce qu'on a besoin de très gros moyens pour aller embrasser tout de suite des marchés très vastes avec des gros moyens marketing. Et donc, on a besoin des investisseurs. On invite les investisseurs à rejoindre les pôles et je crois qu'il faut qu'ils continuent à participer à ça. Et à côté de ça, il y a sur le B2B, le travail avec les industriels. On a besoin de travailler avec les grands industriels. Ils sont aussi présents. C'est peut-être le challenge qu'on a aujourd'hui dans les pôles d'arriver à les faire mieux travailler ensemble. Mais pour effectivement sur les financements, aujourd'hui, nous on a regardé la moitié des financements de projets, de grands projets de R&D collaboratifs ou d'innovation dans les pôles de compétitivité, ils sont faits sur des projets européens. Donc il y a déjà aujourd'hui des grands clusters, on va dire, des grands écosystèmes qui ont tissé des liens avec les programmes Horizon 2020, avec tous les programmes existants, qui déjà créent des relations avec d'autres écosystèmes en Europe. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a une espèce d'inertie autour des grands pôles pour aller tisser ces liens. Voilà. Donc mais finalement, c'est un outil. Et je pense qu'avec cet outil et davantage de moyens, il faut ensuite faire confiance à des entrepreneurs, accompagner les entrepreneurs pour aller chercher des solutions. Et malheureusement, on ne peut pas
prévoir ni calculer ce qu'on va faire. Il faut faire confiance à ce qui commence ou qui peut marcher. Pour faciliter ces échanges, Marie Eklund, qu'est-ce que ça signifie en tant qu'investisseur? Je crois que c'est pas évident d'investir dans des startups à l'étranger pour commencer. Alors comment faciliter les échanges avec votre casquette d'investisseur? Alors, c'est l'un des enjeux du capital risque européen. C'est-à-dire que quand on regarde le modèle historique de l'investissement dans des startups, c'est le modèle de la Silicon Valley, c'est le modèle américain. Et c'est un modèle qui est de proximité. C'est-à-dire qu'on parle du capital risque américain, c'est pas vrai. Il y a du capital risque aux États-Unis, dans la Silicon Valley, à New York et à Boston, c'est tout. C'est-à-dire que les investisseurs de la Silicon Valley ne financent pas des boîtes à Dallas. Ils ne financent même pas des boîtes à New York qui créent des équipes sur place. Donc on est historiquement dans un métier qui est un métier de proximité pure. Et c'est jouable, ce modèle-là est jouable parce que aussi, donc ça veut dire qu'ils ont des réseaux, parce que notre rôle en tant qu'investisseur, c'est aussi d'aider nos entreprises à grandir, et on le fait de deux grandes manières. La première, c'est de pouvoir, au travers des expertises et des expériences qu'on a eues ultérieurement, les challenger de manière positive pour leur éviter un certain nombre d'écueils ou leur poser les bonnes questions plutôt pour que les entrepreneurs puissent les éviter et aller plus vite. Mais c'est aussi de les aider à recruter des talents à l'intérieur de leur entreprise, à les connecter vers des bons contacts pour qu'ils puissent développer leur business ou sortir leur entreprise au travers d'une introduction en bourse ou d'une acquisition. Ça, c'était quelque chose qui nécessite aujourd'hui dans la Silicon Valley un réseau local. Et donc, au niveau en européen, Europe, ce n'est pas possible. Créer des partenariats entre VC? Alors, la première chose, c'est que c'est extrêmement difficile, même aujourd'hui, d'un point de vue administratif réglementaire, d'investir ailleurs qu'en France. Donc, l'une des initiatives de la Commission européenne, qui est le Capital Markets Union, est extrêmement importante pour que nous, capitaux risqueurs, puissions avoir de l'argent étranger et que nous puissions investir dans des startups étrangères. Que, effectivement, si on veut maintenir la raison de la proximité, c'était une raison de confiance et de culture commune. Et donc, effectivement, il faut arriver à construire cette culture européenne et avoir des liens avec des entrepreneurs locaux qui, eux, ont la proximité, si on veut investir à l'étranger. Et de la même manière, de construire ces liens pour que ceux qui veulent investir en France, eh bien, ils passent aussi en co-investissant avec des capitaux risqueurs français. Donc effectivement, ce lien entre capitaux risqueurs européens et américains, parce que je rappelle que 70% de l'argent déployé dans le capital risque dans le monde est aux US. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles, l'une des étapes qui est quasi indispensable pour une start-up aujourd'hui en Europe, ce n'est pas d'aller en Europe, c'est d'aller aux États-Unis. Parce que l'argent pour financer la croissance, l'expansion internationale, etc., est encore massivement là-bas et que les sorties, qu'elles soient industrielles ou des sorties en bourse, sont aussi massivement là-bas. D'accord ? Donc le côté maillage européen, il est important, mais aujourd'hui, c'est plus important d'avoir un réseau US. Et donc, vous préconisez qu'on s'organise comment en Europe pour avoir des financements plus importants dans les sociétés européennes et imaginer aussi des sorties en Europe sans forcément se tourner à chaque fois vers une IPO aux États-Unis? Alors, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. La première, c'est que les grandes entreprises européennes, qui historiquement ne sont pas des acquéreurs stratégiques, commencent à se poser la question de la transformation numérique et de se dire que l'acquisition de start-up peut être un bon moyen de le faire. Donc moi, je pense qu'on va arriver à avoir des acquisitions stratégiques, parce que le réflexe classique d'un industriel européen, c'est de se dire moi, je vais racheter mon concurrent sur mon marché pour devenir monopolistique, et je vais le payer en suivant les multiples boursiers de ma propre valorisation. Et donc, c'est une valorisation purement financière, et c'est une opération qui est une opération quelque part de bas de bilan, d'optimisation de coûts, et pas du tout une opération stratégique de croissance. Donc, c'est le schéma classique. Et de ce schéma-là, on doit absolument sortir si l'on veut arriver à transformer les entreprises numériquement, parce que la culture numérique est dans les startups, la culture de l'innovation l'est également. On peut arriver évidemment à innover de l'intérieur, mais faire des innovations de rupture quand on est très gros, c'est extrêmement compliqué.
Google, quand il veut passer dans le mobile, il rachète Android. Facebook, quand il se dit le web et images, il rachète Instagram. Donc c'est très difficile, quand on est très gros, de faire vraiment des vrais pas stratégiques sans racheter des entreprises. Et je pense qu'il y a nombre d'acquéreurs européens, d'industriels européens, qui vont devoir devenir des acquéreurs stratégiques. Donc je suis positive en ce sens que ça va driver l'écosystème européen. Sur la partie boursière, il y a plusieurs choses aussi qui se passent. De la même manière que Gaël disait, la localisation n'a pas de sens. Pour moi, une bourse européenne de valeur européenne n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une économie où il faut aller ce côté, là où les analystes comprennent votre business, là où les investisseurs comprennent votre business et sont en capacité de comprendre si ça va bien ou pas bien, s'il faut acheter, pas acheter, et de prendre ces paris-là. Et donc, quand on a choisi de coter Criteo au Nasdaq, c'était parce que tous les comparables de la tech étaient cotés là-bas, que l'écosystème des analystes comprenait très bien ce qu'ils faisaient et il était là-bas, et que les investisseurs étaient là-bas. Et donc, en Europe, ce qu'il faut arriver à faire, c'est créer un compartiment boursier, ou en tout cas d'avoir des valeurs de référence, typiquement sur les objets connectés, pour prendre un exemple, où on est les premiers mondiaux, et ça veut dire qu'une entreprise chinoise dans les objets connectés est intéressée de venir se coter en Europe sur cette bourse-là, parce que c'est là que l'écosystème boursier des analyses des investisseurs est. Alors, David Monteau, quand on a préparé cette table ronde, on a aussi évoqué cette idée de bourse technologique européenne. Vous pouvez nous expliquer votre position là-dessus et plus généralement sur ce problème de capital risque pour financer l'innovation en Europe ? Je ne sais pas si sur l'avis, Marie a bien dit sur l'aspect boursier, je ne sais pas s'il faut créer une bourse européenne. Il y a une question important, je pense, sur l'écosystème européen de savoir-faire. Ça, c'est quand même très important. L'une des grandes forces aux États-Unis, il y a l'argent, il y a le savoir-faire. Ce savoir-faire d'analystes, d'investisseurs, etc., est extrêmement. Il y a des années d'expérience, en particulier en Silicon Valley. Et là, c'est aussi la courbe d'apprentissage, de développement de notre écosystème en France, et sans doute aussi dans toutes les grandes places qui ont été mentionnées. Il y a de l'expérience accumulée et ça, c'est extrêmement riche. Effectivement, la capacité, alors Marie a bien dit sur la capacité d'investissement, peut-être un autre point, comme je parlais de manière peut-être un peu théorique sur les facteurs de croissance, mais c'est vrai qu'aussi, même si c'est un peu plus général, la force que vous avez mentionné, le nombre de licornes aux États-Unis et en Chine, mais ils ont un marché local qui est juste immense. Xiaomi, c'est quand même pas une boîte internationale. Et donc, en fait, l'une des difficultés, c'est aussi la fluidité et la circulation dans ce marché européen. Alors, évidemment, les déterminants de cette chose-là sont complexes, évidemment, mais c'est aussi la capacité à aller plus vite pour une entreprise. Une start-up qui démarre à Berlin, aller trouver peut-être un premier client, un early adopter assez vite à Stockholm. Là, je ne parle pas de partenaire technologique ou quoi que ce soit. Hein. Je parle vraiment de cette fluidité du marché avec toutes les barrières qui, en dépit du marché unique, peuvent exister. Voilà, c'est aussi une piste sans doute qui est extrêmement et qui passe par la connexion de ces écosystèmes. Oui, d'ailleurs, le marché unique européen, c'est un thème qui a parcouru ces 2 jours et dès l'ouverture hier matin. Ça passe aussi évidemment par, on a évoqué harmonisation fiscale, peut-être Small Business Act. Enfin, je crois que Gaël Duval, sur cette question, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour enlever ou en tout cas diminuer ces frictions fiscales, administratives. Le vrai problème du digital européen, c'est qu'il n'y a pas de digital européen. Point. Le règle dans le e-commerce, par exemple, vous avez autant de pays que de règles pour lancer un site de e-commerce, ce qui fait que l'internationalisation ne passe que par du build-up et pas du tout par de l'expansion. Et tant qu'il n'y aura pas une véritable soutien et une harmonisation des règles dans ce sujet-là, vous aurez une très grande difficulté à faire des boîtes de taille unicorne, sauf quelques exceptions, qui sont souvent des points énormément de rupture et souvent des boîtes qui sont parties très très vite à l'étranger. Bon, on a vu le commissaire européen hier, Günther Oettinger, qui était très déterminé, et notamment sur les questions de protection des données, et on imagine que ça peut aller jusqu'à la fiscalité, même si on sait il faut l'unanimité. Mais très concrètement, au-delà du constat, pour l'instant on a 28 marchés, qu'est-ce qu'il faut imaginer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce que c'est aux États-Unis, on voit une Small Business Administration pour pas traiter les petites entreprises comme les grandes? C'est effectivement ça, c'est favoriser, Marie le disait aussi, c'est faire en sorte que les grands groupes favorisent l'émergence des startups et fassent
par un Small Business Act qui puisse être mis en place, mais un engagement à dépenser de l'argent avec les startups, un engagement à payer les startups en temps et en heure et plus rapidement, un engagement à les accompagner à l'international. Quand on regarde un sujet qui est assez intéressant, quand on regarde les grands groupes français de, je dirais, de nos parents, ils ont toujours essayé de conquérir le monde par binôme. C'est-à-dire Publicis, Renault a réussi à se développer essentiellement parce que Renault partait à l'international et inversement. L'Oréal avec Publicis aussi. Il y a très peu d'actes comme ça entre les startups et les grands comptes. Il y a très peu de grands comptes qui prend une startup sous son aile et qui dit ok, je t'utilise fortement en France, donc je vais t'utiliser à attaquer les autres pays européens. Ça a été vrai avec Carrefour et Danone, c'est pas vrai aujourd'hui avec On voit de plus en plus, et notamment dans le retail, de grands groupes qui ont des démarches d'open innovation, qui ouvrent des incubateurs, qui ont des labs, qui ont des démarches comme ça. Donc c'est aussi investir dans des startups ou les aider, leur passer des commandes. Pour l'instant, il n'y a pas un cas, et on l'appelle de nos voeux, mais il n'y a pas un cas aujourd'hui où une startup est partie en France et est devenue champion à l'international grâce au soutien d'Auchan ou au soutien d'AXA ou au soutien de L'Oréal. Alors on peut l'espérer. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels il y a un véritable enjeu. C'est d'être capable de trouver des startups dans les secteurs. Le problème, c'est que, comme le disait Marie, c'est pas non plus les meilleurs pour appréhender l'innovation et comprendre le monde du digital aujourd'hui. Mais c'est sans doute ceux qui ont le plus à y gagner. Mais c'est sans doute ceux qui ont le plus à y gagner parce que justement, ils vont accompagner les disrupteurs de demain sur le sujet. Donc s'il y a peut-être un sujet sur lequel l'Europe peut essayer d'accompagner ça, c'est de favoriser un acte fort d'engagement de l'ensemble des grands comptes européens sur ce genre de sujet. Très bien. Jean-Noël de Galzin, vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, je suis d'accord. On a beaucoup parlé ces derniers jours avec les mesures de simplification de Small Business Act. Pour moi, un Small Business Act sans business, c'est pas un Small Business Act, ça reste un Small Act. Donc, je crois qu'effectivement, cette question de l'accès au marché, elle est centrale. Finalement, notre problématique, quand on crée la problématique d'une start-up ou d'une PME, c'est effectivement tout simplement d'être capable d'aller rapidement, de croître le plus rapidement possible. Et on a une problématique en Europe, on a plusieurs choc de simplification, j'ai envie de dire. On en a un national, on a un choc de simplification européen, et puis ensuite, on doit aller dans d'autres marchés. Ce qui existe à l'envers, un Américain, un éditeur de logiciel américain, par exemple, qui va venir essayer de vendre en Europe, ou un fournisseur de cloud qui va venir vendre en Europe, lui, il se heurte à la difficulté dans le sens inverse. Sauf que, comme le disait David, le marché ne fait pas la même taille. Voilà. Donc, je ne sais pas si la course à la boîte à 1 milliard le plus rapidement possible, c'est le sujet. Peut-être qu'on prendra plus de temps et puis à la limite c'est pas très grave. Je pense que ce qui est important en revanche, c'est peut-être le choc de simplification, c'est-à-dire comment est-ce que effectivement on permet, on profite du changement, on va dire, de cette transition numérique pour calquer peut-être des modèles économiques, modèles sociaux, etc., les modifier, le droit du travail, etc., en fonction de l'évolution vers des petites entreprises et de la rapidité qu'elles doivent avoir pour se développer. Donc ça, c'est valable pour notre propre marché. Travail de cette simplification au niveau européen, c'est ce que j'appellerais plus une Small Business Administration. Comment est-ce qu'on va dissocier l'approche administrative, toutes les démarches pour une petite et une grande entreprise. Ensuite, effectivement, je pense que les boîtes qu'on voit, il y a un sujet autour du recrutement, la mobilité, pouvoir avoir plus de mobilité avec éventuellement... nous, on se plaint toujours des Français qui s'en vont à l'étranger. Moi, on reçoit énormément, nous, de candidatures, par exemple, de gens qui viennent du Maghreb ou qui viennent du nord de l'Europe et on a du mal à les embaucher chez nous parce que c'est compliqué. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, à regarder. Les Allemands, par exemple, ont des relations avec l'Europe centrale que nous n'avons pas avec d'autres pays. Donc je pense que là, il y a des sujets. Sur l'Europe, il y a quand même autour du financement. Donc il se trouve que moi, je suis dans une période un peu particulière puisque je suis en train de clôturer ma propre opération en bourse, d'introduction en bourse. Mardi prochain, je sonne la cloche. Donc aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous le fait que l'intro est un succès, est un vif succès. L'intro de Walix. Ce que je peux vous dire, c'est que, bon, ok, il n'y a peut-être pas les valorisations qu'on a aux US, on va peut-être pas aller chercher autant de moyens la première fois, bon, d'accord. Et alors ? On a une bourse. Moi, j'ai rencontré tout au long du parcours des gens extraordinaires, des analystes qui comprennent très bien notre métier, qui suivent les valeurs de l'IT, les valeurs de la cybersécurité, les valeurs du cloud, de la robotique, etc. Simplement, le modèle comme on tape beaucoup sur ce marché-là, le modèle, ça va être d'aller chercher
le marché au Nasdaq. Donc je crois que non, il faut booster le marché européen, les marchés financiers européens, pour qu'on puisse aller chercher des fonds également là. Et les Américains ou les autres investisseurs internationaux viendront mettre des moyens aussi sur nos entreprises. Alors c'est lié aussi à la question du rayonnement que je voudrais qu'on aborde avant la fin de ce premier panel. Et on a ici deux spécialistes. Alors avec vous Gaël, c'est la French Touch Conférence qui fait valoir à New York le dynamisme de la scène numérique française. Et puis la French Tech, puisque le rayonnement des startups fait aussi partie de la mission de la French Tech, qui a d'ailleurs des hubs dans d'autres pays et en dehors d'Europe. Alors, pour l'un dispositif comme l'autre, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait porter tout ça à un échelon supérieur et en particulier européen ? Non, je pense qu'effectivement, la problématique de l'attractivité, ça fait partie des choses sur lesquelles on essaye de travailler dans le cadre de cette initiative French Tech. Je dirais qu'une première chose, c'est qu'effectivement, vu de certains pays internationaux, la France est tout petit. Effectivement, la masse critique et l'attrait d'une chose qui serait plus globale, qui serait une Europe de la tech ou des startups, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant, notamment pour des investisseurs. Et donc, essayer de fédérer des efforts pour avoir des démarches peut-être un peu coordonnées pour aller organiser, peut-être pas des French Touch Conference, mais des European Touch Conference à Shanghai, je ne sais pas. Hein, mais ça, c'est des choses qui peuvent être là. L'aspect masse critique est intéressant. Et la chose induite qui est assez intéressante, que nous, on a vu à la modeste échelle de la France, c'est que le fait que les gens se fédèrent aussi pour l'international. C'est un levier assez classique pour aller essayer de rapprocher sous une bannière commune des clusters, typiquement des startups ou des entrepreneurs ou investisseurs de trois écosystèmes. Le fait qu'ils aient une démarche coordonnée, y compris pour l'international, ça peut aussi aider à renforcer les liens, je veux dire, intrinsèques. Très bien. Gaël Duval, même question. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, la French Touch Conférence, vous ne l'avez pas montée à San Francisco, vous l'avez montée à New York. Donc, il ne faut pas avoir les yeux rivés non plus sur la Silicon Valley. Moi, c'est volontairement, justement, c'est que je considère que la Silicon Valley est un univers à part entière, où en réalité, il y a une dizaine de mecs qui décident, qui ont les dossiers et qui organisent le marché par rapport à un marché qui est extrêmement compétitif, extrêmement compliqué, et qu'en réalité, il y a beaucoup plus à faire en se parlant entre les alternatives de la vallée qu'à essayer d'aller taper à la porte de la vallée pour essayer de récupérer un bout de quelque chose. Quand on regarde le travail qui a été fait par New York, par une décision purement politique aussi, parce qu'à un moment donné, Bloomberg a dit on va faire de New York une tech valley et on va organiser un écosystème, on va faire venir de l'argent, on va mettre à disposition l'ensemble du territoire et puis on va changer la fiscalité, parce qu'il ne faut pas oublier que New York, c'est en termes de fiscalité bien pire qu'ici. Donc il y a eu une volonté très fortement politique. Donc la démarche de la French Touch Conférence et de ce que j'ai initié, c'est surtout d'aller faire le pont avec les autres écosystèmes qui ont beaucoup plus de similitudes que ceux de la vallée, qui en réalité est beaucoup plus dur, beaucoup plus cher, beaucoup plus instable et beaucoup plus complexe et qui ne garde que les 1 milliard de dollars de business de Valo et élimine vite les autres. Donc cette volonté-là, elle s'est faite de se dire allons parler à ceux qui nous ressemblent, allons parler à ceux qui ont les mêmes problèmes que nous et allons parler à ceux où il y a l'argent, parce que c'est là où est l'argent aujourd'hui, c'est à New York que se trouve l'argent, en plus de la vallée. Donc on a amené une délégation d'innovateurs, d'entrepreneurs, de fonds d'investissement qui ont été à la rencontre de leur alter ego américain et particulièrement new-yorkais. On recommence le 24 et 25 juin, on ira à Tel Aviv en novembre et l'idée c'est de favoriser le lien 25 et 26 novembre. Et l'objectif, c'est de créer le pont et juste créer le pont. Voilà. Donc après, le reste, on a eu la chance d'avoir quelques levées de fonds qui ont été faites l'année dernière grâce à cette initiative. Levée aux États-Unis ? Aux États-Unis. Sélectionniste a trouvé un des fonds lors de son pitch à la conférence. Briga a investi dans un Français qui se lance qu'aux États-Unis. Donc il y a plusieurs millions qui ont déjà été dépensés dans des projets qui se lancent vers les US. Et donc après New York et bientôt Tel Aviv, à votre avis, quelles seraient les autres zones du monde où il pourrait y avoir un fort intérêt pour la scène numérique française ou européenne ? Alors moi, il y a un gros projet, mais qui est vraiment en mode tout début, c'est que je pense qu'il y a un gros sujet sur l'Afrique, et tu parlais du Maghreb, parce qu'à la fois, il y a des puissances migratoires fortes, à la fois, il y a des compétences et des savoirs, et il y a des mutations qui sont en train d'être beaucoup plus fortes et beaucoup plus... et il serait temps de regarder tout ce continent d'une manière autre et d'essayer aussi d'attirer le talent vers l'Europe. Parce que quand on voit ce qui s'est passé avec Israël et les États-Unis, on
récupère très peu en réalité de relations commerciales tech avec Israël, alors qu'Israël est beaucoup plus proche de nous qu'elle ne l'est des États-Unis. Seulement le pognon vient des États-Unis, la tech s'est orientée et ils ont créé une structure et assumé un modèle qui est celui qu'on doit aussi assumer parfois, qui est de dire il n'y a pas de mal à aller au Nasdaq, bien au contraire, et d'orienter nos sociétés vers les États-Unis. Mais si on arrive à récupérer un petit bout d'une relation qui amène des startups africaines, israéliennes vers l'Europe et vers la France, ça serait pas mal. L'Afrique, vers laquelle d'ailleurs est très tournée Rocket Internet, l'incubateur des frères Samver à Berlin, qui a développé de nombreuses activités e-commerce et autres sur le continent africain dans beaucoup de pays. Bien, et ben merci beaucoup à tous les quatre. On va passer à la deuxième partie de cette table ronde. Merci. Et donc maintenant que la mission qu'on pourrait assigner à l'accompagnement de l'innovation est un petit peu plus claire, on va passer à la deuxième partie du débat pour voir plus concrètement comment on pourrait faire vivre des clusters d'innovation européens, donc quelles recettes pour que ça fonctionne. Et pour cela, j'appelle sur scène Robert Vassoyan, DG de Cisco France, Muriel Toiti, DG de l'association Technion France, Philippe Carrier, directeur de la stratégie et de l'innovation d'Alcatel-Lucent, et Laurent Fiard, PDG de l'éditeur de logiciels B2B Visiative et président du MEDEF Lyon-Rhône. Bonjour à tous les quatre. Alors, pour comprendre comment on accompagne et on fait émerger l'innovation, je me tourne d'abord vers vous, Laurent Fiard, car outre vos fonctions chez Visiative et au MEDEF, vous avez cofondé l'accélérateur de start-up Axeléo et vous avez présidé le cluster numérique Rhône-Alpes qui existe depuis une dizaine d'années. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le rôle du cluster? Et je crois que vous menez beaucoup d'actions de terrain au plus près des acteurs. Alors, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui est efficace? Alors, pour répondre tout d'abord simplement sur ce qui est efficace, c'est d'aller chercher la mobilisation des entrepreneurs et la dynamique collaborative pour faire en sorte qu'il se crée un peu d'agitation et notamment de partage d'expériences. Pour moi, il y a trois piliers fondamentaux dans une démarche collaborative et collective. Tout d'abord, le premier pilier qui est l'entraide, le partage d'expériences, les best practices. Il est de plus efficace si les entreprises sont de tailles différentes, donc start-up, PME, TPE, ETI et grands groupes. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est l'entraide, la capacité d'accompagner une démarche d'entreprise. Le deuxième pilier, il est plutôt orienté open innovation, et je dis volontairement open innovation et pas innovation, sachant que l'innovation, et là je crois qu'on a quand même beaucoup de choses à faire en France pour transformer une innovation qui est une innovation de recherche en une innovation plutôt business et marketing. Donc mettre en collaboration les laboratoires de recherche, les universités et le monde économique. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut changer le chemin, puisqu'on est plutôt aujourd'hui en train de travailler sur des chemins, comment un laboratoire de recherche peut faire du go-to-market, mais plutôt changer le chemin en disant comment l'entrepreneur peut accéder plus facilement et simplement au laboratoire de recherche pour valider une idée et transformer l'idée des laboratoires, l'idée en technologie éventuellement et en modèle économique. Donc ça, c'est le deuxième pilier, le pilier de l'open innovation. Et enfin, le troisième pilier me semble être la vitrine industrielle, le collectif industriel qui va permettre à un territoire, qui va permettre à un pays d'avoir en fait une visibilité. Donc ce qu'on fait très bien à Lyon, qui est un territoire innovant, c'est justement d'avoir des clusters qui sont bien évidemment des clusters basés sur une industrie. Donc en l'occurrence, j'ai présidé le cluster numérique. Mais le cluster numérique, c'est aussi un écosystème avec les autres domaines d'excellence de Lyon, qui sont les biotech, qui sont la chimie, qui sont l'industrie. Donc faire en sorte que tout ça s'agite et soit fédéré. Très bien. Alors, lorsqu'on parle de bassin d'innovation, on pense tout de suite à la Silicon Valley.
Mais il existe un exemple beaucoup plus proche de nous et qui est d'une efficacité absolument redoutable. C'est le Technion, donc l'Institut israélien de technologie à Haïfa, qui est l'exemple parfait de rapprochement entre monde académique et industrie. Alors Muriel Toiti, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples concrets de projets de recherche transformés en pépites du business? Absolument, merci de votre accueil. Je rejoins tout à fait ce que disait monsieur. Alors pour juste remettre un peu dans le contexte, vous l'avez dit, c'est un petit pays, mais qui fait de grandes choses, et j'allais presque dire même malgré lui, parce qu'il n'a absolument pas d'autre choix. Ce pays qui a maintenant 68 ans a très vite compris qu'à défaut d'avoir des ressources naturelles, il devait tout puiser dans le brain, dans les cerveaux et dans la matérialisation de ces réalisations en produits ou en services. Et cette culture de l'innovation et de l'entrepreneurship a été formée depuis le plus jeune âge chez les Israéliens. La formation militaire a beaucoup aidé à cela aussi. Et puis, les universités, où dès le premier cycle dans les universités, on apprend aux chercheurs, aux étudiants, comment devenir des entrepreneurs. Donc, la matérialisation de la recherche pour services et produits a été le garant de l'essor économique de ce pays, de sa pérennité. J'ajoute un chiffre intéressant, 4% du PIB de ce pays est alloué à la recherche et au développement. Donc une crise entrepreneuriale du quasiment rien n'est acquis, parce qu'il n'y a quasiment pas d'argent public dans les universités. Les universités sont financées pour leur budget opérationnel ou pour leur budget recherche à échelle de 25%, pas plus. Et donc, on n'a pas le choix. On doit aller chercher les marchés privés et on doit sortir des frontières. Pour cela, le rapprochement entre la recherche, l'université, l'innovation, l'économie et la finance est une alchimie magique. Alors, je ne sais pas si c'est une recette magique, c'est en tout cas une culture de l'innovation. Le logiciel est inversé par rapport au logiciel en France, par exemple. En Israël, dans les 9 universités existantes, le Technion étant la première université, on part bien de la recherche fondamentale. C'est la base de tout. Mais ce n'est pas une finalité, la recherche fondamentale. Ce n'est qu'un moyen pour arriver à un intérêt commercial et industriel. Et à cet effet, chaque université en Israël, et notamment le Technion, a à sa disposition ce qu'on appelle communément un cluster d'innovation, le Technion Technology Transfer, qui accompagne le chercheur non pas pour qu'il devienne un entrepreneur, mais pour l'accompagner de façon la plus stratégique avec des business développeurs qui savent identifier les pépites sur l'étagère sur les campus, avec des professionnels de la finance, avec des venture capitalistes, avec des industriels, et puis avec des prix Nobel aussi, parce qu'il faut associer recherche, universitaire et académie, tant qu'à faire. Et en termes effectivement de success story ou d'illustration réussie qu'on peut attribuer à l'écosystème israélien en général, il faut savoir que 5000 startups en 2014 ont vu le jour en Israël. Il faut aussi savoir qu'en 2014, en termes de exit record, c'est-à-dire d'achat, d'acquisition de start-up, ça a frôlé les 15 milliards de dollars, alors qu'on était en 2013 à 7,6 millions de dollars. Dans le pôle de valorisation du Technion, le T3, vous avez pour 2014 plus de 750 brevets délivrés, 60 accords de commercialisation, 3000 startups du Technion qui ont vu le jour, 60 sociétés affiliées et plus de 50 millions de levées par ces sociétés affiliées. Bon, des chiffres assez impressionnants et qui montrent aussi que pour faire vivre un cluster, il faut trouver une bonne dynamique publique-privée, puisque, vous le disiez, seulement 25% financé par le public. Alors, Laurent Fiard, sur cette question du partenariat public-privé, vous qui avez cette expérience-là aussi sur le terrain, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, je vais donc quand on parle de cluster accélérateur, je vais juste raconter une histoire, puisque donc une histoire qui continue et qui s'est accélérée. Donc bon, déjà à la différence des États-Unis, on est dans un cercle virtueux de richesse qui appelle la richesse, et les GAFA qui aujourd'hui ont su créer un écosystème et s'investir dans les startups. Donc ce qu'on a essayé de bâtir, notamment à partir du cluster numérique et des réflexions que nous avions sur l'accompagnement des startups, c'était de dire
donc un cluster à la base est un financement public et associé à une dynamique d'entrepreneurs qui réfléchissaient à justement accélérer et accompagner par l'expérience les startups. Donc on est parti au travers de 3 idées, ce qui a donné la genèse d'Axeléo. Donc tout d'abord en disant voilà, on va chacun investir dans Axeléo, d'une part pour créer le premier financement et créer l'équipe opérationnelle qui va se charger au jour le jour d'accompagner, suivant un programme, les startups qui méritent d'être accompagnées, donc dans la phase accélération, donc tout de suite après l'amorçage et l'incubation. Donc des startups qui avaient fait les premiers clients. Et la deuxième idée, c'était de passer, alors justement, je vais enlever moi le Small Business Act et je vais passer au Business Act. C'est-à-dire, pourquoi small? C'est de dire comment nous, entrepreneurs d'expérience, qui avons un capital client et qui sont aujourd'hui en accompagnement de ces entreprises, on ne peut pas ouvrir notre carnet d'adresses et faire en sorte que le go-to-market soit plus rapide et faire en sorte que le premier financeur de la start-up, ça ne soit plus l'investisseur, mais que ça soit le client. Donc, essayer de reporter, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'entrepreneurs qui partent tout de suite à la recherche d'un financement et ils en oublient que le principal étant de trouver le marché, et quand on sait tous que le marché est compliqué et qu'une start-up naît à partir de plusieurs pivots, donc de transformation de leur modèle économique. Donc ce qui a généré la troisième idée, c'était de dire comment on peut mettre en place un business model design qui va permettre de manière itérative, en les accompagnant, à faire plus rapidement les fameux pivots. Quand on sait que Criteo a fait 3 pivots, je regrette moi d'en avoir pas fait quelques-uns parce que j'aurais sans doute fait quelques accélérations plus vite. Donc voilà, c'est l'idée du collaboratif et du collectif qui permet de donner aujourd'hui. L'histoire continue. Elle continue maintenant avec un Axeléo qui est labellisé French Tech et qui est financé par la BPI et la dynamique French Tech et qui aujourd'hui accompagne 15 startups en travaillant sur les modèles économiques et sur l'international. Oui, et puis comme pour la Silicon Valley, ce sont beaucoup aussi les très gros acteurs, les Google, Apple, Facebook, qui eux-mêmes investissent. Comme on n'a pas les équivalents, enfin dans les startups, qu'on n'a pas les équivalents en Europe, finalement, l'accélérateur, c'est une façon de démultiplier et de dire, d'encourager les startups à avoir des clients plutôt que des financements, ce qui est de toute façon meilleur pour leur modèle et leur croissance. Si effectivement on donne un souffle d'optimisme et plutôt d'optimisme actif, on voit qu'aujourd'hui, avec une dynamique French Tech qui est quand même une dynamique qui pèse 200 millions d'euros, donc on peut dire pas grand-chose, puisque 200 millions d'euros aux États-Unis, c'est parfois une seule start-up. Donc avec 200 millions d'euros, on a, par la capacité des accélérateurs, de faire un effet levier pour justement accompagner plus de startups. Et quand on sait tous qu'aujourd'hui, pour que émerge une startup successful, il faut investir dans une dizaine. Donc c'est intéressant, me semble-t-il, de faire cet effet de levier par cette dynamique collective. Alors Robert Vassoyan, vous chez Cisco France, bon, vous avez été relativement peu actif dans les pôles de compétitivité. On en a parlé en préparant cette table ronde. Vous reconnaissez, enfin pour résumer, vous reconnaissez tout à fait leur contribution, mais vous pensiez peut-être qu'ils n'étaient pas complètement assez rapides ou multidisciplinaires pour aller au même rythme que la révolution du numérique. Néanmoins, vous n'avez pas du tout renoncé à participer à la création d'un écosystème dans votre secteur. Et finalement, l'accord qu'a passé Cisco récemment avec le gouvernement français est l'une des réponses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail en quoi consiste votre engagement et en quoi il va aider l'écosystème autour de vous? Bien sûr, bonsoir tout le monde. Donc, en gros, on a acquis la conviction qu'il se passait quelque chose de spécial en France autour du numérique, et on en a parlé pendant ces 2 jours, et on a voulu apporter notre contribution et investir de manière significative pour accélérer cette transformation digitale. La manière dont on a raisonné, c'est de dire ce qui est en train de se passer avec les bouleversements numériques aujourd'hui, c'est plus qu'une révolution industrielle en réalité. Le nouvel Internet qui est en train d'arriver, l'Internet du tout connecté, la déferlante des big data, c'est un Internet qui va avoir un impact
10 fois supérieur, d'après toutes les études, à l'Internet d'aujourd'hui, sur le plan économique et social. C'est 1 à 3 points de PIB en plus si on sait surfer sur cette vague. C'est une révolution où tout s'accélère. C'est une révolution où tout est interconnecté. C'est pas juste de la techno, c'est l'économie, c'est la formation, c'est le social, c'est l'éthique. Et donc, fort de tout ça, et comme on est un des acteurs de ces mutations, on s'est effectivement rapproché du gouvernement et on leur a dit, on est très intéressé par ce qui se passe en France, la vitalité autour des startups et du numérique, et on pense pouvoir contribuer. On a envie d'investir massivement, mais on voudrait le faire dans une logique de partenariat, de collaboration avec le gouvernement et avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème et de façon multidisciplinaire sur des sujets de formation, d'innovation, d'investissement, d'equity, de co-entreprise, de R&D sur la Smart City, les infrastructures de demain, les objets connectés, etc. Et donc, on s'est engagé sur une roadmap de 3 ans pour faire ça de manière vraiment globale et massive. Et je vous donne quelques exemples concrets d'actions qui ont déjà démarré, puisque c'est quelque chose qui a été signé il y a quelques mois. On s'est engagé à former 200 000 personnes de plus que ce que l'on fait aujourd'hui dans les 3 prochaines années en partenariat avec l'écosystème des écoles, des universités et des entreprises. Donc 200 000 de plus que combien aujourd'hui? On fait 25 000 par an aujourd'hui. On va passer à 70 75 000. C'est de la culturation numérique jusqu'à des formations très pointues sur la cybersécurité, le smart grid, les objets connectés, les infrastructures de demain. Et on va faire ça avec des partenaires. On travaille aujourd'hui avec 300 établissements scolaires universitaires. On va passer à 1500. Et on veut le faire aussi avec certaines entreprises qui considèrent que le talent et la formation, c'est clé pour leur transformation digitale. Dans cette lignée-là, on va aussi signer plusieurs chaires avec des universités françaises pour faire de la recherche en amont, pour inventer les cours de demain. On a déjà commencé avec Polytechnique, d'une part, et aussi avec un groupe qui est dans la formation professionnelle qui s'appelle le groupe CESI, groupe paritaire, qui nous permet justement de toucher le tissu économique régional et des PME. On va investir dans des centres d'innovation pour apporter notre pierre au développement d'applications pour les entreprises, leur transformation numérique. Et puis on a décidé aussi, parce qu'on a été séduit, on en parlait tout à l'heure, par l'industrie du capital risque en France et sa dynamique, on a décidé de démarrer avec 100 millions d'euros dans la French Tech, d'investissement dans la French Tech, soit dans des startups, soit directement dans des startups qui peuvent rentrer dans notre écosystème de solutions et qu'on peut emmener avec nous sur des marchés en France et à l'international, soit dans des fonds d'investissement pour apprendre aussi de cet écosystème, mais aussi leur apporter certaines de nos pratiques. Et puis, on va mettre plus de R&D en France, donc crédit impôt recherche, mais aussi toute cette dynamique, ça nous intéresse. Ben, on a commencé avant, mais on l'a pas dit. Enfin bon, pensez à l'annonce de Facebook, c'est ça. Oui. Donc on est en train de mettre en place un lab d'une 50aine de personnes sur l'internet de demain, sur la cybersécurité. Et puis surtout, on veut construire des écosystèmes, des consortiums, peut-être des co-entreprises avec des startups, mais aussi avec des grands groupes français sur 3 domaines qu'on pense être des domaines où la France peut vraiment prendre un leadership mondial. La cybersécurité, les infrastructures de demain, smart grid, les réseaux qui vont soutenir les objets connectés, et puis les smart cities. Donc vous voyez, une approche globale, de bout en bout, où tout est lié, tout est relié. C'est la collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème. Ça rejoint pas mal ce que Madame disait sur ce qui a été fait en Israël. D'ailleurs, le premier pays où on a fait ça, ça a été Israël. Et je peux vous dire que pendant une certaine période, une courte période importante, on a davantage investi en Israël qu'aux États-Unis en termes d'equity et en termes de business développement. Et puis, ça a été un des pays où on a fait le plus de croissance pour notre business. Donc, on fait ça aussi pour des raisons business. Hein. Voilà, on n'est pas des philanthropes. Parce que, pardonnez ma question naïve, mais pourquoi est-ce que vous faites ça enfin, vous, acteur américain, quel est votre intérêt à mettre votre R&D ou ce genre d'activité en France, en Israël, plutôt que chez vous? Mais parce que d'abord, il faut être partout, parce qu'on peut apprendre de partout dans le monde. La Silicon Valley reste extrêmement puissante et forte pour toutes les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Et puis surtout, c'est un monde où les gens se connaissent, ils collaborent entre eux, ils s'entraident, etc. Mais il n'y a pas que la Silicon Valley. On est dans une période de rupture technologique. Dans une période de rupture technologique, il y a des ruptures de talent. Et on le dit peut-être de plus en plus, mais pas suffisamment. Il y a les meilleurs ingénieurs au monde en France. Absolument. Il y a une super formation dans ce domaine-là. C'est les meilleurs. Et en particulier dans des domaines qui correspondent... Mais comme il n'y en a pas pour tout le monde, c'est important de venir les prendre avant les autres.
Les prendre, enfin, je veux dire, on apprend, ils apprennent, on les forme. Dans ce lab que j'évoquais tout à l'heure, d'une 30 à 50 personnes, il y a déjà pas mal d'étudiants et de jeunes qui sont embauchés ou qui sont en stage, notamment issus des universités avec lesquelles on signe les chaires. Donc il y a cet aspect-là. La vitalité des startups est impressionnante. C'est quelque chose qui date depuis quelques années. Il y a eu quelques projets un peu iconiques, mais depuis quelques années, ça démarre. On a été bluffé par ce que l'on a vu à Las Vegas au Consumer Electronics Show. Deuxième délégation mondiale derrière les US. Le plus grand nombre de prix prestigieux dans des domaines clés. Et puis, on pense qu'il y a une inflexion aussi au-delà de ça. Je pense que ça va irriguer toute l'économie. C'est-à-dire que ce n'est pas que les startups. Il y a les startups, les grands groupes. On évoquait tout à l'heure les grands groupes qui doivent accompagner les startups. Mais je pense que les grands groupes, s'ils n'accompagnent pas suffisamment les startups, c'est parce qu'ils n'ont pas la culture startup et qu'ils n'ont pas cette culture de l'innovation disruptive. Et ils ont autant intérêt que les startups à s'associer avec les startups. Parce que s'ils ne développent pas cette capacité à faire de l'innovation rapide et agile avec des petites équipes, je peux vous dire, ils vont avoir des problèmes. Donc c'est un intérêt mutuel. Donc on pense que ce qui se passe autour des startups peut irriguer le reste de l'économie et c'est des acteurs comme nous qui vont faire la passerelle. Et puis il y a aussi une inflexion économique. Alors ça ne va pas suffisamment vite, effectivement, il y a plein de choses qu'il faut faire encore. Mais nous, on pense qu'on est en train de partir globalement dans la bonne direction. Et de toute façon, lorsqu'on parle d'inflexion et de transition, il vaut mieux toujours être un petit peu en avance qu'un petit peu en retard, parce que ça veut dire que vous montrez la voie, ça veut dire que vous prenez des risques, et puis vous créez les choses plutôt que de les suivre. Donc ça fait partie de notre responsabilité de faire ça, et on est ravis de pouvoir le faire. Voilà. Muriel Toiti, pardon, vous vouliez réagir ? Oui, moi je suis profondément d'accord avec ce que dit monsieur, et pour faire un éclairage sur effectivement cet intérêt vers l'écosystème israélien, c'est cette capacité incroyable qu'a ce petit pays, encore une fois, à innover de façon absolument incroyable et surtout de générer des pépites qui sont preuves du marché. Parce que c'est ça qui est intéressant pour l'industriel, justement, qui vient faire son marché dans un écosystème. C'est aller dénicher les meilleures pépites qui sont proches du marché et qui ont un time to market qui est tout à fait raisonnable. Et sur la question de pourquoi les grands groupes, effectivement, viennent acheter des startups israéliennes, et on peut citer l'exemple de Waze, Google, $1 million. On peut citer aussi Given Imaging par des Irlandais. $1 milliard. $1 milliard de dollars. $1 milliard aussi. Sinon, c'est une bonne affaire. $1 milliard, c'est mieux. $1 milliard, Given Imaging, qui est cette capsule d'endoscopie qui analyse votre comportement digestif, qui remplace la fibro en phase de remplacer la coloscopie, vient d'être acheté par une société irlandaise, c'est un bébé Technion, c'est une start-up qui sort des laboratoires du Technion. Et je finirai en disant que tous ces grands groupes, comme Alcatel-Lucent, comme Google, comme Microsoft, comme Apple, récemment encore, et tant d'autres ont choisi de positionner leur centre de recherche et de développement à proximité du campus du Technion, c'est parce que les ingénieurs du Technion sont en effet extrêmement performants, c'est parce que l'innovation au Technion est proche du marché et c'est parce qu'ils ont tout intérêt effectivement à s'associer avec cet écosystème pour générer de la croissance, de la compétitivité et donc des emplois. Alors Philippe Carrier, vous c'est à l'échelon supérieur, la cession d'Alcatel-Lucent à Nokia a été acceptée par le gouvernement français en grande partie parce qu'il veut créer, faire émerger finalement un genre d'Airbus des télécoms. Je sais pas si c'est le bon mot, mais bon. Admettons, et les réseaux sont effectivement un vrai domaine d'avenir, même si les acteurs existent depuis plus longtemps que les acteurs du web, du numérique tel qu'on les connaît, notamment avec l'apparition de l'Internet des objets, qui va encore être un champ d'application fantastique pour les acteurs des réseaux. Et vous avez aussi cette semaine annoncé la création d'un Bell Lab à Lannion, qui est le lieu historique de la R&D d'Alcatel. Alors, expliquez-nous comment vous entendez devenir finalement un champion européen des réseaux et utiliser ce Bell Lab pour y parvenir. Alors première chose, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit avant et je pense qu'on est tout à fait en ligne. Première remarque, c'est que l'innovation n'a pas de frontières, donc on est tous d'accord là-dessus et il faut être présent aux endroits où on invente. Et encore une fois, on invente non pas pour simplement l'invention, mais simplement pour ce que j'appelle la différence entre une innovation et une invention, c'est que l'innovation devient un vrai business model et un vrai business. Donc en ce qui concerne le rapprochement Nokia-Alcatel-Lucent, force est de constater aujourd'hui que quand vous regardez le monde, on est dans un environnement qui est totalement mondial. On est dans un environnement où
Les OS sont maîtrisés aujourd'hui sur les terminaux par les grandes sociétés américaines. Vous avez le risque potentiel d'avoir les réseaux maîtrisés par des fournisseurs chinois. Et on a la chance en Europe d'avoir des grands industriels, donc au nombre de 3, donc à savoir Nokia, Ericsson et Alcatel-Lucent, et qui ont la chance, en rapprochant Nokia et Alcatel-Lucent, de créer un champion technologique avec 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 4,7 milliards de R&D investis chaque année, et de faire émerger quelque chose qui sera fondamental pour l'économie numérique de demain, parce que entre les objets et les devices, de l'autre côté, vous avez le cloud, et au milieu, vous avez besoin de réseaux. Et pour faire le lien avec l'innovation, et je pense que l'innovation vient de différents endroits. Alors bien entendu, on a une chance inouïe et historique d'avoir au sein d'Alcatel-Lucent les Bell Labs. Quand on regarde les Bell Labs, alors vous pouvez vous dire, oui, c'est peut-être le transistor, ça c'était il y a quelques années, mais tous les appareils photo que vous avez sur vos iPhones, c'est une invention, et on a 8 prix Nobel aux Bell Labs. C'est une invention des Bell Labs avec le capteur CCD. Plus récemment, si vous avez le haut débit à la maison avec le DSL, c'est nous. Si vous avez le triple play, c'est nous. Si vous avez la transmission optique très haut débit, c'est nous. Et ça montre quelque part que ce n'est pas seulement l'excellence des chercheurs, c'est la possibilité de transformer cette excellence en de vrais business. La façon dont on le fait, c'est simplement de regarder en se disant, voilà la vision des réseaux qu'on a à 5 ans, et ensuite d'orienter en fait la recherche vers ces domaines et d'être présent là où ça se passe. Donc non seulement, bien entendu, en Californie, en Israël, bien entendu ici à Paris, dans notre centre historique de Lannion qu'on a créé, au travers de créer une antenne Bell Labs pour être proche de la R&D, donc qui est le but. Et quand vous regardez, dans le cadre du rapprochement, il est clair que, et je m'aligne complètement, je pense que la France est vraiment un endroit où il y a des compétences inouïes, ce qui explique la raison pour laquelle on a décidé d'investir massivement, et d'investir massivement sur l'ensemble de l'écosystème, donc augmentation de la R&D de 25% en France, c'est bien entendu augmentation de la recherche, c'est un travail sur l'écosystème avec des plateformes ouvertes, avec nos sites qui vont abriter des startups, comme ils le font déjà à Villarceau dans la Cité de l'Innovation. C'est un travail avec les académiques, avec un accroissement des chaires et des investissements. Et c'est finalement la mise en place d'un fonds d'investissement de 100 millions d'euros pour aider les startups en France. Plus concrètement, donc effectivement sur cette partie écosystème, pour redescendre à l'échelon des startups, vous pouvez nous détailler un petit peu ce que vous faites pour les aider à émerger, à s'organiser? Oui, alors en fait, la façon dont on essaye de travailler, c'est que, encore une fois, les business models peuvent devenir de différents endroits. Ça peut être la recherche interne, ça peut être la création de start-up internes. Et on a 2 exemples qui sont... parce que j'entendais ça dans la table ronde précédente, disant que ce n'était pas tout à fait possible. On a en tout cas l'expérience, au travers d'une qu'on a créée en Israël et une qu'on a créée en Californie, donc l'une étant cloud-band, l'autre plutôt dans le domaine de l'orchestration, l'autre dans le domaine du SDN, que c'est possible de se challenger en interne et d'avoir l'esprit start-up à partir du moment où on a les bonnes règles en interne pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est la première chose. Alors c'est quoi les bonnes règles? C'est simplement d'avoir une indépendance, de permettre aux gens d'embaucher qui ils veulent, de pouvoir leur donner des systèmes d'incentives qui sont différents, de façon à ce qu'ils puissent opérer leur business de la même façon, sans avoir nécessairement les contraintes d'un grand groupe. Donc ça, c'est une des choses. Au-delà de ça, bien entendu, l'innovation est aussi externe. Donc ce qu'on fait directement, c'est qu'on a des investissements qui peuvent être directs. On en a quelques-uns dans des entreprises en Californie, en France sur eBlink, qui est une société qui fait du front-haul pour le wireless. Et par ailleurs, on investit aussi dans des fonds. Et puis surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un environnement, et là-dessus, je ne peux que supporter l'initiative de la Nouvelle France industrielle, qui est quelque part qu'au niveau d'un grand groupe, on a un devoir de pouvoir aider au travers je dirais, de mettre à disposition soit des plateformes, soit des réseaux, soit des mètres carrés, soit de l'expertise, de façon à pouvoir aider les startups à se développer. Très bien. Alors après ce long passage sur le rôle et la responsabilité des grands groupes pour développer leur écosystème, j'aimerais vous demander quel devrait selon vous être le rôle de l'État mais aussi de l'Europe, puisque je vous rappelle que les 7 axes, que les 7 tables rondes transversales de cette université du numérique du MEDEF correspondent en fait aux axes de réflexion de la Commission européenne dans le cadre de sa stratégie numérique. Donc c'est aussi intéressant de se demander
demander comment l'Europe et comment les pouvoirs publics peuvent aider cette émergence de clusters d'innovation européens. Alors peut-être de votre côté, Muriel Toiti, c'est évidemment très différent de la situation en Israël. Vous avez expliqué pourquoi. Néanmoins, vous avez quand même, on voit bien qu'il y a des recettes, des ingrédients dont on peut s'inspirer en Europe. Selon vous, quel pourrait être le rôle et quelles mesures pourraient prendre les pouvoirs publics au niveau national et européen pour accompagner tout ça? Déjà, alléger, me semble-t-il, tout ce qui peut être impôts et taxes sur les sources de financement privées, notamment vis-à-vis des fondations privées et des venture capitalistes, parce que quand on sait que par habitant, les Français investissent 27 fois moins que les Israéliens en capital risque et 7 fois moins que les Américains, et que dans l'amorçage, vous avez en France 5000 business angels, alors que vous avez une association de business angels en Angleterre, avec 50 000 personnes, vous voyez déjà un peu le ratio. Donc, ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est effectivement stimuler. Première piste, d'accord. Stimuler et encourager les financements pour investir ou réinvestir et créer du capital pour l'innovation, et surtout proposer aussi des avantages attractifs pour la création de start-up, pour qu'elles ne soient pas asphyxiées. Et ça, c'est à l'État à prendre sa responsabilité en toute conscience vis-à-vis de ça. Et deuxièmement, moi, je pense qu'il y a aussi une remise en question culturelle et structurelle qui doit être... on parlait tout à l'heure de communautés soudées, d'interdisciplinarité, de partage, puisque évidemment, l'innovation n'a pas de barrière. Donc c'est très important d'associer et de créer des partenariats à l'international, d'associer toutes les compétences, de l'universitaire aux chercheurs, au prix Nobel, aux financiers, aux venture capitalistes, à l'industriel, dans une même communauté vertueuse qui peut générer effectivement à long terme du business. Peut-être aussi une remise en question, on parlait de l'innovation en France qui est absolument exceptionnelle, chez nos capitaines d'industrie ici, qui doivent peut-être avoir un peu plus confiance en l'innovation française et puis prendre peut-être plus de risques pour y investir, mais ça à nouveau, ça demande des réformes en profondeur. Et dernier point, c'est aussi une remise en question chez les chercheurs, chez les universitaires, qui restent aussi encore cloisonnés dans leur laboratoire, qui considèrent leurs travaux de recherche comme une finalité, alors que ce n'est qu'un moyen pour générer du business. On dit qu'en France, c'est publier ou mourir. En Europe, aux US, en Israël, c'est publier certes, mais c'est commercialiser ou mourir. Et c'est comme ça que le rapport entre la recherche et l'industrie s'articulera et boostera effectivement par de la prise de risque, par de la confiance, de la croissance et de la compétitivité. Alors, Laurent Fiard, en préparant cette table, sur cette question, vous m'avez répondu que sur les questions d'emploi et de recrutement, il y avait beaucoup de choses à faire de la part des pouvoirs publics. Alors, ce que je souhaitais rajouter, parce que bien évidemment, on a un sujet qui est libérer l'entreprise et libérer le capital pour accompagner cette dynamique de création de valeur. Et bien évidemment, on a besoin d'une bonne infrastructure de formation. Donc une dynamique de formation sur laquelle, en fait, aujourd'hui, et notamment vis-à-vis du numérique, on est dans une accélération forte, dans des métiers de demain qui ne sont pas les métiers d'aujourd'hui, des nouveaux métiers qui apparaissent très rapidement. Donc un besoin d'alignement entre le côté entreprise et les universités et les écoles. Donc bien évidemment, sur ce sujet-là, on va retrouver en tête de la liste des solutions pragmatiques et l'alternance et faire en sorte que les entreprises privées s'investissent plus dans les programmes de formation. Au-delà de la formation, une deuxième dynamique qui me semble essentielle, c'est celle de l'innovation. J'en ai parlé tout à l'heure. Une innovation qui doit être au-delà de l'innovation technologique et une innovation sur toutes ses formes. Quand on voit qu'en France, bien le crédit d'impôt recherche fonctionne très bien, même s'il fait très peur aux startups, parce que quand on dit crédit d'impôt recherche, on dit spontanément contrôle fiscal.
Donc faire évangéliser le crédit d'impôt recherche, mais ouvrir le champ de l'innovation au go-to-market, quand on sait tous que la création de valeur et le go-to-market est bien plus, demande bien plus de ressources que la simple recherche. Il me semble évident qu'on a besoin de revoir ce terme innovation en France. Et enfin, pour finir sur une action concrète, quand on voit aujourd'hui l'action French Tech, pourquoi pas imaginer un jumelage d'un hub de tous nos clusters et quand on voit ce qu'on a fait avec 200 millions d'euros, qui encore une fois n'est pas grand-chose, 200 millions d'euros, comment le mettre en œuvre dans un hub de cluster, et dans un French cluster qui pourrait justement mieux collaborer et se fédérer avec les autres dynamiques clusters européennes. Je voudrais qu'on vienne aussi à la question de la formation et de l'alignement des compétences avec les besoins des entreprises. Vous êtes tous dithyrambiques sur la qualité des ingénieurs français, des mathématiciens français aussi, comme quoi la recherche c'est quand même utilisé pour l'industrie. Et néanmoins, on sait qu'on va manquer d'ingénieurs, on va manquer de compétences. Günther Oettinger disait hier matin qu'on allait manquer de 160 000 profils d'experts informatiques chaque année supplémentaires au niveau européen. Donc voilà, une fois qu'on a dit les ingénieurs en France, ils sont vachement bien, comment est-ce qu'on en produit plus? Et comme ce sont aussi des métiers qui évoluent extrêmement vite, les ingénieurs, ils sont bons, c'est des bac plus 5, mais alors bac plus 5, quand on arrive 5 ans après un programme qui a été défini 5 ans avant, les compétences ne sont pas forcément adaptées aux besoins de l'entreprise. Donc sur cette question de la formation et de l'alignement avec l'emploi, comment pensez-vous qu'il faille s'organiser ? Je l'ai dit, moi il me semble, et quand on voit les pays proches comme la Suisse, où aujourd'hui l'alternance au niveau même des ingénieurs, c'est de rapprocher les programmes de formation avec les vraies problématiques d'entreprise. Donc se réadapter à la vitesse du numérique, et de réadapter aussi toute l'éducation autour de l'économie et des business models et des modèles économiques, puisqu'on est dans une parfaite révolution complète de tous les modèles économiques. Réinventer aussi les modes de management, puisque le capital humain est quand même au cœur des entreprises de demain, et de revoir en fait nos cursus. Robert Vassoyan, on a parlé avant cette table ronde aussi de formation, mais aussi de confiance dans les données pour permettre l'innovation, pour permettre l'émergence de nouveaux services. En la matière, que faut-il faire? Qu'est-ce on devrait pouvoir attendre de l'État, de l'Europe? Quand on parle du rôle de l'État, ce qui est très intéressant, c'est de voir que face à la révolution industrielle, cette révolution redonne un peu de sens, au sens noble, au rôle de l'État justement, parce qu'il y a beaucoup de choses très structurantes que l'État peut faire pour cadrer, pour favoriser l'éclosion d'une économie numérique. On ne va plus parler de formation, on en a suffisamment parlé. Beaucoup de choses sont faites, mais on peut aller plus loin. Rapprochement des entreprises avec les écoles, les universités pour s'adapter au rythme de la formation. On a parlé de financement. Je pense qu'on peut également aller plus loin pour l'incentive fiscal, ouverture aux capitaux étrangers pour aider au deuxième round, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de mettre l'accent sur deux leviers qui, à mon sens, en particulier en France, sont très importants et sur lesquels je pense que l'État peut faire un énorme impact. Le sujet de la confiance, mais aussi le sujet de la réinvention des services publics. Très rapidement. Quand vous parlez déferlante des données, déluge de données, big data, etc., qui est là, qui est en train d'arriver et qui va se démultiplier, il n'y aura pas de développement numérique sans confiance. C'est juste pas possible. Sans la capacité de la société civile, du législateur, à trouver le bon équilibre entre l'innovation, les bénéfices de l'innovation et les risques éventuels sur la liberté individuelle, la confidentialité, etc. Moi, je pense, vu la vitesse avec laquelle c'est en train de partir, je pense que la compétitivité de demain, la performance des pays de demain passera
par la capacité des États, des sociétés civiles à trouver ces équilibres. Et je suis persuadé pas un pays, une démocratie comme la France a les moyens de bâtir cet équilibre et ce cadre, mais il faut s'y attacher comme une vraie priorité, beaucoup plus importante que bien d'autres priorités, y compris sur le plan de la société, etc. C'est fondamental. C'est notre avenir qui est en jeu là-dessus. C'est le sujet des API, c'est le sujet de la portabilité des données, c'est le sujet du droit à l'oubli, c'est le sujet des moyens qu'on se donne pour cybersécuriser le pays, c'est le sujet de l'ouverture des données publiques, c'est le sujet de la circulation des données individuelles d'un secteur public ou d'un service public à un autre. C'est le sujet de qu'est-ce qu'on fait pour créer les conditions de l'innovation dans un secteur qui est probablement le secteur qui sera le plus prometteur face à cette révolution numérique, qui est le secteur de la santé, mais qui est en même temps celui qui représente le plus de risques. Donc, à mon sens, il y a une priorité pour l'État, c'est de prendre à bras-le-corps ce sujet, de favoriser la création d'un cadre de confiance par un débat avec la société civile, permettant de trouver, en tant que société, quel est l'équilibre que l'on veut entre innovation et liberté, etc. Et c'est fondamental pour notre avenir, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va décider en un coup, ça va être dynamique. C'est le premier point. Et je termine très rapidement sur l'autre sujet où je pense qu'il y a une opportunité majeure, en particulier pour un pays comme la France. Vous me parlez du rôle de l'État, hein, donc je parle de sujets qui concernent l'État. Je suis pas, il y a plein d'autres initiatives, mais il y a une chose que l'État peut faire, c'est repenser à l'aune du numérique, et qu'il ne fait pas assez, repenser à l'aune du numérique tous les services publics. L'ubérisation, ça ne concerne pas que les entreprises. Hein. L'ubérisation, ça concerne la profond changement de notre rapport aussi avec les services publics. Moi, je suis toujours frappé de voir que malgré notre situation financière, on est capable de dégager des marges de manœuvre pour mener des investissements publics parfois extrêmement importants. Bon, très bonne nouvelle, sauf que c'est souvent sidérant de voir que ces projets publics sortent sans la moindre réflexion et le moindre financement numérique. C'est juste hallucinant. On ne peut plus se le permettre, ça, aujourd'hui. Je pense que, typiquement, quelque chose de très simple, c'est de dire plus aucun investissement public sans un minimum de numérique dedans. Ça créera l'appel d'air et les marchés pour les PME qu'on évoquait tout à l'heure. Parce que si on n'a pas beaucoup de financement en amont, finançons par les projets, que nos services publics servent à ça. Et puis surtout, ça permettra d'accélérer la transformation des services publics, parce que l'ubérisation, ça concerne, comme je le disais, le secteur public, parce qu'on n'acceptera plus que ça soit à la fois coûteux et pas moderne, pas mobile, pas dans la personnalisation, etc. Et puis, les algorithmes, ça ne sert pas uniquement à optimiser les taxis. Les algorithmes, ça sert à optimiser la circulation des ambulances, ça sert à optimiser peut-être l'échec scolaire, le rapprochement entre les 4 millions de chômeurs ou 3,5 millions de chômeurs qu'on a en France et les 1 million d'emplois non pourvus, avec 35 millions d'informations quotidiennes qui circulent chez Pôle emploi. C'est ça aussi le rôle de ces... Donc, deux choses, et j'arrêterai. L'État peut faire deux choses majeures qui permettraient à la France vraiment de faire un bond. Créer le cadre de la confiance, et ça c'est un dialogue qui doit se faire, et deux, y aller sur la modernisation et la transformation de l'État avec le numérique. Et juste pour rebondir, je suis parfaitement aligné. Et je pense qu'il faut vraiment dépasser les débats d'arrière-garde. Je pense quand on débat encore de la neutralité de l'Internet et ainsi de suite, le nouvel Internet, c'est exactement l'or, ça va être les données. Et il faut trouver l'équilibre entre justement l'accès à ces données, mais la confiance de façon à ce qu'on puisse les exploiter. Et ça démarre pas mal, hein. Il y a beaucoup d'initiatives issues du secteur public qui vont dans ce sens, mais il faut aussi avoir le courage d'aller plus vite parce que ça remet en cause un certain nombre d'habitudes. Très bien. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Et vous pouvez rester dans la salle. On va maintenant laisser la place à Pierre Gattaz, Geoffroy Roux de Bézieux et le président du BDI, Ulrich Griot, pour la plénière de clôture qui débutera dans un instant. Merci à tous.